Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout, sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue dans le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Au cours de la première saison de ce podcast, nous avons exploré avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes. Adossée à ces partages, la seconde saison a pour thème « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. L'univers d'un enfant est original, nouveau et magnifique, riche en merveilles et en enthousiasme. Pour la plupart d'entre nous, c'est notre malheur que cette lucidité, cette aspiration authentique vers ce qui est beau et sublime, soit affaiblie ou même soit perdue avant même que nous ayons atteint l'âge adulte. Si j'avais la moindre influence sur la bonne fée qui est supposée présider au baptême de tous les enfants, je lui demanderais d'offrir à tout nouveau-né, à son entrée dans le monde, un sens de l'émerveillement si indestructible qu'il persisterait tout au long de sa vie, tel un antidote infaillible contre l'ennui et les désenchantements des dernières années, les préoccupations stériles face à des choses factices, l'aliénation des sources de notre force. Pour qu'un enfant conserve vivant ce sens inné de la merveille, même sans bénéficier d'un tel cadeau des fées, il a besoin de la compagnie d'au moins un adulte qui souhaite le partager, en redécouvrant avec lui la joie, l'excitation et le mystère du monde à l'intérieur duquel il vit. Les parents souvent ressentent un sentiment d'inadéquation lorsqu'ils sont confrontés d'un côté à l'esprit avide et sensible d'un enfant et de l'autre à un monde complexe, celui de la nature physique, peuplée par une vie si variée et si insolite qu'il semble impossible de la réduire à un ordre ou à un savoir. Se sentant battus d'avance, ils se disent « Comment puis-je m'imaginer être capable d'enseigner quoi que ce soit sur la nature, alors que je suis incapable de distinguer un oiseau d'un autre ?» Je suis sincèrement persuadée que pour un enfant et pour des parents qui cherchent à le guider, il est bien moins important de savoir que de ressentir. Dans l'épisode précédent, Nathalie Pigault, psychothérapeute jungienne, nous a emmenés dans l'exploration de notre monde intérieur, de ses blessures à réparer, de sa sécurité à retrouver, à partir de l'expérience du toucher et être touché, offerte par la pratique du chant d'argile. Dans ce nouvel épisode, nous repartons en exploration, avec pour véhicule cette fois le grand peuple de la forêt, avec Marjorie Banès, facilitatrice en intelligence collective et en reconnexion avec la nature, et plus spécifiquement au travers des bains de forêt appelés aussi Shirin-yoku. Bonjour Marjorie. Bonjour Marine. Merci pour ce bel extrait de l'ouvrage de Rachel Carson, Le sens de la merveille,
que tu as choisie en introduction de cet épisode. Et peut-être pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est à Rachel Carson, biologiste marine et militante écologiste, que l'on doit l'ouvrage visionnaire « Printemps silencieux », où elle s'inquiète en 1962 déjà des effets de notre civilisation sur l'ensemble du vivant. Alors Marjorie, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. Et puis, comme tu le sais, je te pose les questions de départ. D'où as-tu envie de parler? De quel endroit de toi? De quel vécu? De quel moment dans ta vie? En fait, j'ai envie de parler depuis mon cœur. Parce que... Et pas de ma tête, en fait. Parce qu'en fait, la théorie du Shirin-yoku, des bains de forêt et des bienfaits qu'ils amènent, on va pas les décortiquer. Et si tu avais voulu parler de ça, tu aurais certainement invité un scientifique ou une biologiste. Et donc moi, ce dont on va parler, là, c'est plutôt du ressenti, des expériences, des portes qu'on va ouvrir dans ces voyages et dans ces expérimentations en forêt. Donc c'est vraiment depuis mon cœur que j'ai envie de parler. J'ai aussi envie de parler depuis mes racines, en fait. Mes deux grands-pères, on va parler de forêt, on va parler de bois, et mes deux grands-pères, j'en avais un vannier, et puis j'en avais un autre garde forestier. Alors, je vais pas m'inventer des histoires à partir de ça, mais j'ai envie de leur faire un clin d'œil. Voilà, j'ai une reconnexion qui se fait aussi à travers les bois. Et j'ai aussi envie de faire le pont, et c'est pour ça que j'avais choisi ce texte de Rachel Carson, avec ce sens de la merveille. Comme elle dit si bien, quand on est petit, et donc c'était mon cas en tout cas, on est connecté à cet émerveillement, à cette magie, à cette créativité, à cet univers-là. Et puis quand on grandit, et pour moi ça a été plutôt au moment de l'adolescence, il y a la réalité qui arrive. La réalité, et puis du coup, il y a l'intensité de ce qu'on voit, qu'on sent qui baisse. Ça paraît devenir plus fade. Il va y avoir cette joie qui se transforme en... cette joie qui est tout le temps là quand on est enfant, qui va se devenir plus ponctuelle, des moments plus ponctuels de bonheur et de joie. Et puis la magie, elle s'étiole ou elle devient plus floue, elle s'évapore. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, que je l'ai mal vécu, en tout cas. Et du coup, même les rencontres de personnes connues, que ce soit dans le spectacle ou dans la science, qui auraient pu me faire avoir des paillettes dans les yeux, ou la rencontre du luxe, ou des choses comme ça, sur moi, ça n'a pas fait d'effet. J'ai pas pu c'était des effets pchit. Et moi, j'avais du mal à avancer avec ça. Et donc, du coup, pour continuer à avancer, mon adaptation, en fait, ma stratégie d'adaptation, ça a été de réintégrer tout ça à travers l'essence, de réintégrer les paillettes que le soleil met sur la mer, sur les reflets, là, voilà, ces choses qui brillent. Ça a été d'aller les chercher, de les remettre. Ça a été d'aller rechercher ce souffle magique dans les blés, dans les champs, qui font comme des grosses vagues là, dorées. J'ai eu besoin d'aller les chercher, et c'est grâce à cette reconnexion à mes sens, en tout cas, ce nouveau réveil de mes sens qui était inné petite, que je suis arrivée à le faire. Donc ce sens de la merveille, c'est de là que j'ai envie de parler, et de ce que j'ai envie de nourrir, en tout cas pour moi, et puis pour les autres aussi. Et donc ça me fait aussi du coup rebondir à ce besoin de contribution, évidemment, à la société, ce besoin de contribution qui est très fort chez moi, et où j'ai mis longtemps à voir comment je pouvais y participer, en fait, comment je pouvais participer à cette résistance au système, finalement, par rapport à l'état de notre terre, en fait. Alors peut-être à cause de ou grâce à l'état dans lequel est notre planète. Mais j'avais besoin d'agir, et je trouvais pas complètement le moyen qui était juste pour moi. Soit c'était trop militant, trop radical,
soit c'était pas assez, voilà, pas assez concret, soit je me sentais pas assez équipée par rapport aux gens que je fréquentais dans ma vie pro ou autre, pour bien parler, pour avoir les outils politiques et les arguments qu'il fallait, ou justement les données ou la connaissance scientifique pour justifier tout ça. Donc voilà, je trouvais pas mon moyen, jusqu'à ce que je trouve que mon moteur de résistance à moi, c'était de m'appuyer sur ces forces, sur cette sensibilité, cette hypersensibilité que j'ai, et que je m'appuie là-dessus pour ouvrir des portes finalement, et pour initier à la beauté. Alors à la beauté de la relation, je le fais avec la facilitation d'intelligence collective, et la beauté du reste du monde, en tout cas c'est en étant un peu la médiatrice, en ouvrant des portes vers cette beauté-là, et c'est à travers les bains de forêt notamment et la connexion à la nature. Merci pour ce beau témoignage qui me touche et dans lequel je vois évidemment des similitudes entre toi et moi, mais on se connaît depuis quelques années et ça ne m'étonne pas, hein. Moi aussi, la beauté me console du fracas du monde souvent. Je vois que quand je peux vivre des choses difficiles ou constater des choses qui sont difficiles dans ce monde, aller me mettre en contact avec la beauté du vivant, vraiment m'amène de la consolation, c'est très clair. Alors quelques mots peut-être sur cette pratique du Shirin-yoku, c'est une appellation japonaise, tu reviendras dessus plus tard, parce qu'elle est très pratiquée au Japon, mais on peut aussi l'appeler sylvothérapie ou bain de forêt, qu'effectivement les japonaises pratiquent très régulièrement et qu'ils qualifient de médical, de médical au sens préventif. Voilà. Et puis je peux citer quelques bienfaits qui sont étudiés scientifiquement. Il y a entre autres le bienfait sur la qualité du sommeil, mais aussi sur l'humeur, parce que on se rend compte qu'effectivement être cheminer comme ça dans un environnement avec de nombreuses nuances de vert amène beaucoup d'apaisement, donc un effet évident sur le stress aussi, qui libère du coup aussi de la créativité, un sentiment de sécurité. C'est aussi une pratique qui renforce le système immunitaire, parce qu'en fait les arbres émettent dans l'air des molécules de protection contre des micro-organismes qui sont néfastes pour eux, et ces molécules qu'on appelle les phytoncides boostent à la fois, les protègent à la fois eux, mais boostent aussi notre propre système immunitaire et réduisent ainsi à long terme les risques de certaines maladies, comme entre autres le cancer. Et en plus de tout ça, eh bien effectivement, ces moments avec ce grand peuple de la forêt reconnectent à l'essentiel de soi et à l'essentiel de ce vivant sur la terre. Et du coup, en préparation de ce podcast, cet épisode, tu disais que ces expériences de marche consciente permettent de s'ouvrir à l'expérience sensorielle, de laisser la nature nous régénérer, qu'elle s'occupe de nous en douceur. Peux-tu nous en parler ? Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, le Shirin-yoku, c'est une pratique thérapeutique. En fait, c'est un art de prendre soin de soi et de sa relation à la nature. Shirin-yoku, je ne vais pas le traduire littéralement, mais ça veut dire en fait s'imprégner de l'esprit de la forêt. Donc ça veut dire entrer dans la forêt et laisser la forêt entrer en soi. Donc c'est un temps suspendu, c'est un temps pour lequel on va prendre un rythme différent. C'est une invitation à la lenteur en fait, une invitation à se connecter à un rythme non ordinaire par rapport à notre rythme ordinaire un petit peu effréné au niveau de la vitesse. Donc c'est vraiment une invitation à la lenteur et au silence aussi, pour pouvoir entendre ce qui est, ce qu'on voit, et puis aussi ce qui est moins accessible à l'extérieur et à l'intérieur de soi.
Alors on va activer nos sens. On va activer de manière très subtile nos sens, alors les 5 qu'on connaît, mais aussi peut-être les autres. Donc voilà, la proprioception, l'équilibre, le sens de l'équilibre, l'intuition aussi, peut-être l'instinct aussi. Donc on va activer ces sens et donc pour pouvoir bénéficier au maximum de tous les bénéfices dont tu as parlé. C'est un peu un entraînement en fait, parce que cette écoute de plus en plus fine, de plus en plus subtile, cette observation aussi dont on va affiner le grain au fur et à mesure de la pratique, elles vont nous permettre d'avoir une perception accrue, plus qualitative en fait, de ce qui est, de ce qu'on voit, de notre attention aussi. Et puis finalement, on va goûter à une réalité augmentée en fait, une réalité augmentée, mais de manière naturelle, cette fois-ci sans équipement, de notre environnement. Et donc déjà, juste ça, ça fait une vie beaucoup plus intense en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et que je veux le partager. Et on a eu la chance hier de se faire un moment comme ça de vagabondage conscient dans la forêt ici, tout près de chez moi. Et ce qui me touche aussi, c'est que du coup, c'est entrer en forêt et laisser la forêt entrer en soi, mais c'est entrer en forêt, c'est entrer dans le monde, dans la famille d'autres êtres vivants qui sont des sujets et pas seulement des objets. Et j'ai aimé, comme nous avons assez naturellement hier salué la forêt avant d'y entrer, en lui demandant l'autorisation d'y entrer et d'essayer de percevoir sa réponse, et aussi assez naturellement, comme il nous est venu, de lui dire au revoir et merci avant de la quitter. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment entrer tu le disais aussi hier quand on préparait cet épisode, c'est entrer en relation avec tous ces êtres, ce grand peuple, comme on entre en relation avec un humain. Ce n'est pas entrer en forêt comme on entre au supermarché. C'est vraiment plutôt se mettre en disposition de rencontrer. Voilà, effectivement, en fait, le bain de forêt, en fait, c'est une invitation au voyage, à la rencontre. C'est comme quand on voyage, en fait, quand on voyage, on rencontre. On va rencontrer un lieu, et puis on va rencontrer des habitants. Et donc, c'est comme tu le dis, le Shirin-yoku, c'est un art de la rencontre, voire de l'intimité. Et pour pouvoir rentrer en intimité avec ces êtres, il va falloir se mettre en disponibilité, en ouverture, en perméabilité, j'ai envie de dire aussi, pour qu'il y ait ces échanges entre nous et eux. Et donc cette rencontre, ce vagabondage, en fait, un vagabondage, c'est d'une certaine manière une itinérance qui est marquée par des pauses fréquentes. Et ici, ces pauses fréquentes dans cette marche qu'on débute ensemble, eh bien, ça va être des invitations que le guide Shirin-yoku propose aux participants. Donc ça va être des invitations qui sont d'ordre, ça peut être de la respiration, ça va être des invitations qui peuvent être de l'ordre aussi de la méditation, de la contemplation. Ça peut être des exercices physiques aussi, doux. Voilà, ça va être des invitations, des stops, en fait. Parce que quand on s'arrête, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Dans cette marche lente, très très lente parfois, et puis on ne l'a pas précisé, mais parfois sur une sortie de 3 heures, de 3-4 heures, on va au grand maximum faire 3-4 km, donc on n'avance vraiment pas vite. Dans cette lenteur-là, eh bien
en s'arrêtant de marcher, peut-être qu'on va voir un insecte se poser, on va écouter le chant d'un oiseau, on va se perdre dans le vert des feuilles. En fait, il va se passer des choses, on va voir des choses qu'on ne voit pas habituellement en fait. Où on va d'ailleurs arrêter de voir, parce que ça c'est un truc qui m'a frappé hier, tu m'as demandé un moment sur le chemin, tu m'as dit ferme tes yeux, continue à avancer, je te sécurise. Et tout à coup, en n'ayant plus le contrôle du regard, je me suis aperçue à quel point le sol n'était pas plane, à quel point il fallait que je fasse un effort pour poser mes pieds. Je n'en avais aucune conscience l'instant d'avant. Et rien que ça, en fait, ça m'a vraiment frappé hier. À plusieurs reprises, tu m'as proposé des moments les yeux fermés. Et à quel point ça m'a fait venir une réflexion qui est, mais finalement, notre vue est certainement le sens que l'on utilise le plus, parce qu'il nous permet de nous rassurer, de contrôler où on met les pieds, où on dépose les choses, mais en même temps, à quel point ce sens écrase les autres. Et que quand on ne l'a plus, quand on s'en passe là, il y a tous les autres sens deviennent plus fins. On entend des choses qu'on n'entendait pas, on sent des choses qu'on ne sentait pas, on hume des choses qu'on ne respirait pas l'instant d'avant. Et je trouve que rien que ça, même immobile, c'est un voyage incroyable dans un monde fait de sensations, fait de bruit, fait de craquements, fait de chants, fait de caresses du vent sur le visage, dont on n'a pas conscience quand on se balade voilà, les yeux ouverts et en marchant avec peut-être un but qui est d'atteindre le sommet de la colline. Voilà, ça nous passe un peu, ça passe inaperçu et ça nous passe au-dessus de la tête alors que ça vient vraiment faire repétiller tellement de choses en nous. Tout à fait, voilà. Ça peut être aussi un changement de perspective, ça peut perturber parfois, de redécouvrir autrement des choses qu'on connaît par cœur, enfin qu'on a l'impression de connaître par cœur. Ça me fait penser à un monsieur lors d'une sortie Shirin-yoku qui venait dans le parc où on était toutes les semaines, depuis des années, et qui, parce que justement il avait réactivé d'autres sens, qui m'a dit « Oh là là, mais en fait je viens tous les jours, enfin toutes les semaines, et en fait, j'avais jamais vu ça, et ni pas ça, et ça non plus. Et en fait, j'ai découvert un autre endroit aujourd'hui, alors que j'y viens depuis des années. » Et donc voilà, ça permet de voir autrement. Tout à fait. Et parmi les invitations que tu peux proposer au groupe que tu accompagnes, il y a la rencontre d'un arbre qui nous appelle. Et sur ce sujet, j'ai envie de partager un très beau témoignage de Stéphane Boistard, qui est cueilleur, formateur et conférencier spécialisé en gémothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les bourgeons, et en approche sensible de la forêt. Dans son ouvrage Sylvothérapie, il dit « Rencontrer un arbre, c'est accepter de se laisser rencontrer, de laisser notre cœur s'exprimer, battre son tambour de vie. C'est ce cœur qui émet et qui écoute. Entre deux battements, il y a une écoute à travers les sens. L'œil qui s'attarde sur les ombres mouvantes du feuillage, la main qui se pose en douceur sur l'écorce, ou le front qui se dépose comme pour un contact de tête à tête. Il se peut alors que l'arborescence de nos pensées rencontre l'arborescence des pensées de l'arbre. Nos pensées s'apaisent, nos questions trouvent des réponses parfois inattendues, le front déposé sur l'écorce. J'aime vraiment beaucoup ce témoignage et moi ça me fait vraiment penser, alors il y a effectivement le fait que posant notre tête sur l'écorce d'un arbre, il y a de nouvelles pensées qui peuvent arriver et moi je vois que c'est une pratique que j'ai assez facilement, pas seulement rien qu'avec un arbre mais avec l'ensemble de l'écosystème de la forêt qui est quand même, je le rappelle, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, l'endroit de ce Wood Wide Web que certains utilisent comme appellation, qui est cet enchevêtrement, ce système, cet enchevêtrement entre les arbres au niveau racinaire, au niveau des champignons, au niveau mycélien, mais aussi de la communication qu'ils ont les uns avec les autres, et puis avec les oiseaux, et l'ensemble de ce monde.
Et moi, je sais que parfois, quand je suis face à une problématique, alors soit dans ma vie, soit chez un client un peu complexe, un peu, voilà, que je ne peux pas aborder juste avec le mental, je pars avec ma question en forêt. Et je lui lance ma question à la forêt en début de ma balade, et puis j'y pense plus, et je me laisse marcher, et je ressors toujours de la forêt avec une autre qualité de réponse. Une réponse qui ne répond pas à un parcours logique de ma pensée, mais qui me décadre, qui m'emmène ailleurs. Et j'aime à imaginer que c'est parce que je suis allée au contact justement de cette grande capacité de cet écosystème à régler le complexe et le tisser ensemble, que du coup j'en ressors enrichi, j'en ressors avec cette inspiration. Alors, moi, j'ai envie déjà de remercier Stéphane pour, pour ses mots et puis pour son livre Sylvothérapie, parce que, en fait, ce qu'il y raconte, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai découvert, parce que c'est vraiment ça fait écho à ce que moi je vis en forêt et à la manière dont j'ai envie de le partager aussi en étant guide. Et j'ai envie aussi de peut-être dire que cette rencontre avec l'arbre, parce que quand même il faut démystifier cette chose. Le bain de forêt, non, ce n'est pas qu'un câlin avec les arbres, comme on le voit partout dans les articles de la presse. Et c'est assez crispant et énervant, parce que bien sûr, on peut faire des câlins avec les arbres, hein, il y a toute cette liberté, mais c'est pas ça le bain de forêt. En fait, j'allais dire, rencontrer un arbre, aller à la rencontre d'un arbre, ou se laisser rencontrer par un arbre, c'est comme avec les vivants humains, en fait, hein. On se jette pas dessus, on se jette pas sur un inconnu comme ça à la sortie du métro, hein. Enfin, si on doit faire ce parallèle, c'est la même chose pour un arbre. Il y a une approche, il y a de sentir s'il y a quelque chose qui se passe avec un arbre ou pas, parce que c'est possible aussi qu'il n'y ait rien qui se passe, c'est d'être choisi ou de choisir un arbre. Et donc pour le faire, on va faire des expériences, on va peut-être tourner autour de l'arbre, on va être devant, derrière, enfin, expérimenter en fait des postures en s'approchant plus ou moins, voir ce qui se passe pas, comment c'est mieux pour nous, voir voilà, il y a cette mesure là, et puis on va pouvoir se rapprocher, si affinité j'avais envie de dire, et puis voilà, comme avec une personne, il va y avoir ce contact tout doux, depuis là où on est, depuis comment on fonctionne aussi. Donc ça va peut-être être avec ses mains, de toucher, d'effleurer son écorce, de sentir la douceur ou le râpeux de l'écorce, les petites montagnes que ça fait, voilà, de faire ça en conscience, avec les yeux ouverts ou pas les yeux ouverts, justement, hein, pour sentir des choses que la vue peut nous gommer, hein, en fait. Hein. Et puis, ça peut être aussi avec l'odorat. Peut-être on a envie de sentir cette écorce, voir ce que ça fait à l'intérieur, puisqu'on le sait, les parfums, les odeurs, ça réveille des souvenirs parfois très très lointains. Donc voilà, peut-être d'approcher cette personne avec l'odorat. Alors on peut le goûter, mais bon là il faut mieux prendre quelques précautions, et ça on pourra reparler de la sécurité aussi en forêt. Mais on peut aussi rêver avec l'arbre, fermer les yeux et voir ce que ça fait d'être connecté comme ça, ou proche ou collé. On peut respirer avec un arbre. Ça c'est bon de faire ces expériences, parce que on peut s'accoler à lui, alors de face, donc oui là on lui fait un câlin, mais aussi peut-être de dos, s'appuyer contre un arbre, et puis en respirant, imaginez peut-être que c'est lui qui respire. On peut, voilà, même de côté, enfin, s'appuyer contre lui, ou on peut l'écouter. On peut écouter peut-être la sève aussi qui est en train de monter. Alors voilà. Donc il y a plein d'approches d'un arbre. Il n'y en a pas une, c'est comme avec un humain. Il y a plein de manières de rencontrer. Et puis, peut-être que la première fois, ça fait rien avec un arbre. Parce que, voilà, c'est une histoire d'apprentissage. Et puis, il y a des arbres qui nous parlent, et puis d'autres qui nous parlent pas. Moi, je sais que dans une forêt de cèdres par chez moi, hein, donc dans le Luberon,
Et ben c'est chaque fois que j'y vais, que ce soit en repérage ou pour guider une sortie, c'est toujours le même cèdre. C'est toujours le même cèdre qui me fait toujours le même effet. Et j'ai testé, je suis allée voir son voisin, je suis allée en voir un plus gros, j'ai fait plein de choses pour voir, et les autres, ça me fait pas la même chose. Et celui-ci, quand je passe, plus ou moins loin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc, voilà. Donc, c'est cette expérience-là, de la rencontre avec l'arbre. Alors, il y a plein d'autres manières de rencontrer, mais ça peut être des clés d'approche. Et hier, quelque chose que j'ai particulièrement apprécié aussi dans les expériences qu'on a menées, c'est que tu m'as invité à jouer. Tu m'as invité à jouer en repérant un arbre un peu loin, puis en jouant en cache-cache, en me déplaçant, en le perdant de vue, en le retrouvant. Et j'ai vraiment senti que ça venait réveiller ma petite fille intérieure. Au point qu'elle était tellement éveillée que... un peu plus loin sous le chemin, on est passé sous un arbre qui avait une branche un peu longue comme ça, et que j'ai eu envie de prendre cette branche qui avait des feuilles allongées, et que je l'ai balancée comme si c'était une aile d'oiseau, et qu'à un instant, j'ai pu m'imaginer être cet oiseau, et que cette branche était mon aile. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement délicieux, enthousiasmant, de retrouver cette liberté intérieure qui aide à s'émerveiller. Rachel Carson le disait bien dans ce texte de démarrage, et de s'étonner. Un truc qui m'a vraiment terriblement étonnée hier, alors cet épisode est enregistré en mai, c'est la douceur, la tendresse et la souplesse des jeunes pousses, et entre autres des jeunes pousses de sapin. Comme les épines du sapin de l'année dernière sont bien rigides, et alors il y a toujours 3 petites pousses comme ça, vert tendre, qui sont d'une douceur, d'une souplesse incroyable. Alors on a osé aussi le goûter un peu, en mettre en bouche et sentir comme ça venait monter dans le nez. Et je trouve ça extrêmement touchant. Hier, je me sentais effectivement entourée et accompagnée en fait par tous ces êtres vivants qui probablement me sentent. Ça, on peut le voir. Il y a des études scientifiques qui commencent à prouver que les arbres sentent notre présence, et par cette grande famille chlorophyllée à qui je dois chaque bol d'air. Ça m'a énormément touchée, et c'est venu vraiment chercher chez moi. Oui, cette petite fille émerveillée. Et c'est très très bon. Je la sens encore aujourd'hui. Je peux vraiment encore aujourd'hui me remettre en contact avec ce jeu, cette partie ludique. Oui, alors effectivement, ce que j'ai envie de souligner là, c'est que oui, le Shirin-yoku, c'est un art thérapeutique qui peut être codifié. On en parlera avec la cérémonie du thé qui clôture cette sortie, mais c'est pas pour ça que c'est sérieux. Voilà, il y a la place au ludique, à la joie, et est-ce que ça peut... Voilà, c'est ces choses-là que tu as ressenties hier, en fait. Tout à fait. Et ça me faisait dire ce matin, enfin dans notre échange de ce matin, que finalement, on peut effectivement se sentir légitime ou aimer être emmené par un botaniste qui dans la forêt va nous nommer toutes les espèces, ou on peut être un randonneur ou une randonneuse qui sait enfiler les kilomètres ou les dénivelés, ou on peut aussi se balader le dimanche pour s'oxygéner, mais qu'ici il y a une nouvelle autorisation qui est éventuellement de ne faire que 1 kilomètre dans la forêt et d'y aller avec notre expertise en tant qu'être incarné dans un corps doué de sens, de sensations, de sensibilité, et de faire des expériences et des rencontres incroyables sur quelques dizaines ou centaines de mètres. Et je trouvais que ça donnait justement, ça rouvrait une autorisation à aller en forêt pour toutes les autres raisons que celles pour lesquelles on va en forêt habituellement. Et ça peut aussi ouvrir la possibilité à des personnes qui peuvent pas faire du sport ou marcher sur des terrains trop caillouteux ou pentus. Donc voilà, c'est une pratique qui fait du bien, mais qui est aussi ouverte même à un tout petit. Comme le disait Rachel Carson, voilà, dès le début, on peut même avec un petit qui commence à peine à marcher, lui faire goûter tout ça. Absolument.
Alors Marjorie, toi qui es comme moi facilitatrice en intelligence collective, est-ce que tu fais des liens entre ces deux pratiques? Alors oui, le lien principal que je vois, c'est celui de la posture en fait. Alors là on ne me voit pas, mais je mime des guillemets quand je dis guide de bain de forêt. Et j'aime pas tellement ce mot-là parce que bien sûr que je suis là pour préparer le parcours, etc., de là où on va aller, mais en même temps, je vais être plutôt dans cette posture de médiatrice, donc de créer les conditions propices pour que les participants à la sortie puissent se connecter aux éléments naturels et aux arbres. Donc je suis là juste pour faciliter en fait cette connexion, pour donner des clés, pour permettre que ça arrive. Et comme en intelligence collective, quand on est facilitatrice en intelligence collective, on n'est pas l'experte sur le sujet qui va être traité, hein. Les experts, c'est les participants. Et on est là pour créer ce cadre de sécurité, ces conditions où les solutions vont émerger. C'est vraiment cette même posture au service d'eux pour que cela advienne. Donc bien sûr que pour moi la posture c'est la même et c'est pour ça que je préfère facilitatrice en bain de forêt voilà, que guide en bain de forêt. Il y a aussi cette notion de la bulle de sécurité, du cadre de sécurité. Donc justement là, parce qu'on est guide, on est garant de la sécurité des participants. En plus, on est en forêt à l'extérieur. Donc voilà, c'est ce cadre qu'on pose au démarrage. Donc la sécurité physique, hein, de ne pas aller grimper, de ne pas manger des choses inconnues, voilà, qui pourraient mettre en danger les personnes. Mais il y a aussi cette sécurité psychologique, alors individuelle et du groupe, parce que on n'est pas à l'abri que justement une émotion très forte puisse être réveillée quand on est en lien avec un élément de la nature. Hein. Voilà, c'est le même ordre de l'émergence. Donc il va se passer peut-être quelque chose qui va être fort et intense pour une personne. Et il faudra l'accompagner à vivre ça. Et c'est bienvenu aussi. Et en même temps, tenir le reste du groupe qui... Voilà, on ne peut pas laisser le reste du groupe comme ça en plan. Donc cette posture-là du prendre soin du collectif, alors là pour le coup du collectif humain dans un collectif plus vaste, plus large, c'est la même posture en tout cas. En tout cas c'est comme ça moi que j'amène c'est comme ça que j'amène les groupes, que j'amène les groupes en nature. Il y a aussi, je peux faire un pont aussi dans le fait que le cercle il est présent aussi dans ces sorties. Après les invitations, alors peut-être pas systématiquement, mais après avoir vécu une invitation, eh bien, j'invite au partage. Et donc on est en cercle, j'invite au partage, si on le souhaite, hein, il n'y a jamais rien d'obligatoire, pour partager son vécu, son ressenti après une invitation. Et là, l'idée, c'est... Alors, on le fait en tour de cercle, comme en intelligence collective, pour que tout le monde soit entendu, enfin, en tout cas, que tout le monde ait sa place pour pouvoir s'exprimer. Et l'idée de ce partage, c'est de pouvoir clarifier à haute voix ce qu'on a vécu, lui donner un sens, en fait, quelque part. Donc, parce que voilà, tout à l'heure, j'ai parlé du silence. Voilà, pour qu'on puisse rester dans cette bulle tout le long de ce cheminement, il y a ce silence qui est requis quelque part. Pour pas qu'on se reconnecte au mental, pour pas qu'on commence à parler, à échanger avec les autres participants et qu'on sorte de cette bulle qui nous suspend dans un espace-temps un peu différent, non ordinaire, hein, comme on disait. Et donc, du coup, l'humain, il a besoin quand même de partager. Et donc, s'il n'y a pas ces temps de partage, eh bien, il va y avoir frustration. Et c'est important de pouvoir donner cet espace-là. Et donc, ces espaces d'échange, ils sont faits un petit peu comme d'intelligence collective, dans l'écoute, pour que chacun puisse s'exprimer. Tout à fait. Et moi, j'y vois effectivement deux processus alchimiques. Hein.
qui sont que, voilà, on s'occupe dans les deux cas de poser cette membrane, et puis il n'y a pas d'apport, le facilitateur, la facilitatrice ne vient pas avec des apports extérieurs, on fait vraiment avec le vivant, avec ce qui est là. Et puis dans ce cercle dont tu parles, le cercle de partage, là, il y a aussi effectivement pouvoir, le fait de nommer fait qu'on intègre, mais le fait d'entendre toutes les expériences des autres vient encore enrichir notre propre expérience. Et ça, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi, ce sont vraiment c'est la même manière d'accompagner une expérience qui a une autre intention. Tout à fait. Voilà. Et du coup, pour moi aussi, il y a cette histoire d'intention qui est importante. Quand on est en pratique d'intelligence collective, il y a une intention. Quelle est l'intention que l'on poursuit? Qui est d'aller d'un point A à un point B, mais dont tout le monde ignore tout. Mais l'expérience, une fois qu'on sera arrivé, on pourra dire « mais oui, on est arrivé là où on avait l'intention d'arriver ». Et ici aussi, l'intention, elle est forte. L'intention, en tout cas d'après ce que j'ai vécu hier, c'est cette intention d'aller de la rencontre, voilà, et de mettre toutes les conditions pour que ça ait lieu. Tout à fait. Et peut-être sur cette intention, donc évidemment il y a l'intention générale de la sortie bain de forêt, donc pour profiter des bienfaits multiples sur notre santé, prendre du recul, se libérer des schémas et des pensées limitantes, se reconnecter à nous-mêmes et favoriser ce calme intérieur. Donc ça c'est l'intention générale de la pratique. Et puis il peut y avoir une coloration ou une intention qui va être ajoutée, je dirais un fil rouge peut-être. Alors une intention que le lieu même, que la forêt même dans laquelle on est va proposer. Par exemple, pour illustrer ça, j'ai fait plusieurs fois un bain de forêt dans un parc, un ancien parc industriel qui s'était réensauvagé après 50, même plus, 60 ans d'abandon, voilà. Donc la végétation a repris ses droits et c'était d'ailleurs beau. Et c'était une évidence, mais c'était fort, et je le ressens moi encore là, en t'en parlant, que la question du sauvage, et du sauvage en nous aussi, elle était là et on ne pouvait pas passer à côté, parce que c'était palpable en fait. Et donc du coup, en plus de cette intention de la pratique, ce jour-là, en tout cas à cet endroit-là, dans ce parcours-là, est venue l'intention de re-questionner le sauvage en soi, à l'extérieur, à l'intérieur, voilà. Et donc du coup, il y a parfois une intention qui est dictée aussi par le lieu, en fait. Tout à fait, ça me fait penser à hier, là, dans notre balade, à un moment, on est tombé sur cette trouée, là, où les arbres avaient été abattus. C'était assez large, et cette trouée avait une forme circulaire. Et tu as dit, mais tiens, ça nous... Il y a ici une sensation, on peut aller interroger le vide et le plein. Comment c'est pour nous le vide et le plein? Et moi, j'avais vraiment aussi la sensation que tous les arbres que l'on voyait donc un peu au loin, là, qui formaient du coup cette nouvelle limite de la partie forêt, nous regardaient cette scène, que nous on la regardait du chemin et que tous ces arbres regardaient cette scène de cet espace un peu dévasté et qui sentait terriblement bon le bois déchiqueté. Voilà, et qu'en plus je me disais, mais c'est intéressant parce qu'avant, ce qui faisait lisière avec le chemin, c'était une partie de ces arbres abattus. Et maintenant, ce qui doit faire lisière, ce sont ces arbres qui, précédemment, se retrouvaient au milieu de la forêt. Et donc, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, mais tiens, précédemment, ce n'était pas eux qui tenaient la lisière, ils étaient bien protégés par leurs frères, et là, ils se retrouvent tout nus. En tout cas, ils se retrouvent confrontés là à ce vide. Et qu'est-ce que ça change dans leur manière d'être? Qu'est-ce que ça change dans leur énergie? Qu'est-ce que ça change pour eux dans leur biologie d'être confrontés au vide et non plus à la protection des autres? Et peut-être aussi, qu'est-ce que ça change pour moi? Parce que finalement,
alors on n'est pas là pour faire de la psychologie et tout ça, mais de fait, en voyant, en observant, en sentant ça, ça fait un reflet ou un écho chez nous, à l'intérieur. Donc voilà, ça peut nous questionner aussi à nous, à notre posture, peut-être, quand on est aux abords, ou quand on est dedans, ou quand on est dehors. Voilà. C'est cet écho aussi qui peut résulter de ces observations aussi. Absolument, cet effet miroir, tout à fait. voilà, que moi je pratique aussi, et je pratique de la constellation en forêt, qui est, c'est une pratique qui fait que on entre en forêt accompagné par quelqu'un, c'est plus facile, comme ça on peut vraiment, comme dans le Shirin-yoku, se laisser glisser dans le processus. On entre en forêt, en lui demandant si on peut entrer, évidemment, avec une question sur une situation de nos vies, et puis on va marcher tout un temps, voilà. Et la personne qui est porteuse ou porteur de la question va à un moment s'arrêter parce qu'elle est touchée par un son, par une lumière, par un arbre, par une fleur, par quoi que ce soit. Et le constellateur, la constellatrice va lui faire parler de cette chose qui la touche ou qui le touche et va lui demander quel lien cette chose qui la touche ou le touche a à voir avec la question avec laquelle il est entré. Et puis on va voir, imaginons que par exemple c'est une question professionnelle, voilà, une question par rapport à quelque chose qui est difficile dans une équipe, et la personne qui est touchée par un ray de lumière là, qui tombe sur une feuille, va dire mais moi ça me fait penser à ma collègue, à mon collègue, okay, et à partir de et pourquoi ça me fait penser à ma collègue, mon collègue, on va regarder, le constellateur, la constellatrice va inviter la personne à balayer du regard à 360 degrés tout ce qu'il y a autour, et à aller dire et toi alors du coup tu es où? Si ça c'est ton collègue, ta collègue, toi tu es où? Voilà, et que la personne par effet miroir dise ah ben moi je suis là, moi je suis ce brin d'herbe, cet arbuste, cet oiseau, voilà. Et puis on va observer la relation du coup entre cette feuille éclairée par le ray de lumière et cet arbuste qui est censé me représenter, et on va aller voir voilà, tout ce qu'il y a entre les deux. Le constellateur, la constellatrice va inviter la personne à aller se mettre à côté de ce qui lui semble le représenter et marcher vers ce qui représente son collègue, sa collègue, et voir ce que ça lui fait d'avancer, et voir ce qu'il y a sur le chemin. Voilà. Et donc, ça parle vraiment beaucoup de cet effet miroir. Voilà, que l'on peut aussi parfois vivre en ville ou n'importe où ailleurs. Mais voilà, la forêt est un endroit très enveloppant pour vivre ce genre d'expérience. Alors on a évoqué effectivement l'intention qui marque le démarrage, ce avec quoi on entre dans cette expérience. Et puis il y a évidemment au bout la clôture. Comment on clôture, Marjorie, une exploration consciente comme celle-là? Alors, la dernière invitation, l'invitation qui clôture un bain de forêt, en tout cas dans la pratique Shirin-yoku, c'est la cérémonie du thé. Alors, par cérémonie du thé, évidemment, ça ne va pas être une cérémonie du thé à la japonaise, sinon il faudrait encore 3 heures pour pouvoir la vivre, et puis c'est vraiment une pratique particulière, mais l'idée là, et la symbolique, le rituel qu'on amène avec cette cérémonie du thé, c'est celle de la célébration. Donc célébrer ce moment qu'on a passé ensemble le groupe, les participants qui sont présents, et puis ensemble avec ces êtres vivants non humains qui étaient avec nous tout le long. Donc c'est vraiment une célébration aussi de cet instant un peu unique, ce moment unique qu'on a vécu ensemble, parce que même si on revient demain au même endroit et qu'on refait le même parcours, avec même les mêmes personnes, on va pas vivre la même chose. Voilà. Il y a vraiment cette idée de l'évanescence des choses que les Japonais célèbrent beaucoup dans leur poésie et avec les haïkus, voilà, et dans leur peinture. Donc cette évanescence des choses, on va la célébrer. On va dire merci. Voilà, il y a aussi, on va dire merci à soi, au groupe, et on va dire merci à la nature. Donc il y a aussi, en plus de cette célébration, vraiment dans la cérémonie du thé, la gratitude. C'est vraiment important dans la pratique du bain de forêt, cette gratitude pour ce que nous a amené la nature. Donc le remerciement, on va le vivre à travers une cérémonie du thé. La cérémonie du thé,
ça va pas être un thé, évidemment, ça va être une infusion. En tout cas, dans la pratique que j'ai, une infusion faite avec une plante qu'on a rencontrée sur ce parcours. Donc, pour encore plus sentir, et cette fois-ci à l'intérieur de nous, du don et des bienfaits et des cadeaux que nous offrent la nature et les arbres. Donc on va goûter en conscience à une plante qui nous a été offerte sur cette matinée, par exemple, passée ensemble. Et puis donc je vais expliquer les bienfaits pour encore plus donner à voir les bienfaits de cette plante, les bienfaits médicinaux en fait. Peut-être qu'il y aura peut-être aussi des histoires autour de cette plante, des histoires qui se transmettent. Voilà, enfin, on va se reconnecter à la relation avec cette plante dans cette cérémonie du thé. Donc c'est une cérémonie du thé aussi qui va être en lenteur aussi, qui va vraiment prendre sa place. C'est vrai, une invitation qui prend vraiment comme un point d'orgue, mais qui prend bien sa place, avec ce côté un peu cérémonial et de gratitude pour chacun. Donc des participants, il y a vraiment ce merci d'être là pour chacun. Et puis il y a un merci aussi à Terre-Mère, à Terre-Nature, enfin, voilà, qui était là avec nous. Donc qui est invité aussi à notre... Alors on n'a pas une table, mais à notre parterre, notre cercle à ce moment-là. Donc voilà, on termine comme ça. Et dans ce merci, moi j'aime bien ouvrir... Alors, c'est pas pendant cette sortie-là qu'on va en parler, mais j'aime bien ouvrir la question de la réciprocité. Parce que dans cette matinée-là, la nature, elle nous a beaucoup donné. À voir, à entendre, à goûter. Puis elle nous a bien donné pour notre bien-être qui va durer. C'est pas juste pendant la sortie, ça va durer pendant la journée, peut-être plus, le week-end, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre l'appareil ? Voilà. Donc c'est une question ouverte. Donc, j'aime bien laisser partir les participants avec cette question. Voilà, ça peut être, peut-être on en parle sur le chemin retour, mais en tout cas où ça diffuse, ça infuse. Voilà, c'est important pour moi d'ouvrir sur cette question-là de la réciprocité. Qui est complètement admise et normale dans les cultures des peuples racines, qui n'imaginent pas prendre quelque chose du vivant sans être en réciprocité, soit au minimum d'un merci, mais aussi avec du tabac, avec autre chose, rendre à la terre, voilà, pour ce qu'elle nous a donné. Eh bien, nous cheminons aussi doucement vers la fin de notre balade à travers cet épisode et je voudrais te demander encore quelle forme peuvent prendre tes propositions. Donc toi, tu emmènes des groupes de à peu près combien de personnes et puis qu'est-ce qui initie ces groupes ? Il y en a que toi, tu inities, il y en a qui... Voilà, est-ce que tu peux nous en parler quelques instants ? Alors, j'ai choisi une pratique où mon maximum de personnes, c'est 8, à peu près, là, voilà, 8, 10, mais on est autour de 8. Pourquoi ? Parce que justement, on a ces temps de partage. Et si on veut laisser ce temps long, ce temps de partage, eh ben, voilà, si on est trop nombreux, on n'aura pas cet espace-là. Et puis parce que, voilà, on ne fait pas troupeau, on va pouvoir être, voilà, sans trop non plus impacter. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est une pratique sans trace que le Shinrin-yoku. Ça veut dire que finalement, il faut laisser aussi peu de traces qu'un renard qui passerait par là. Donc bien sûr qu'on va laisser une trace de notre passage, on va malheureusement écraser des petites herbes, voilà. Mais l'idée c'est ça. Donc si on est trop nombreux, ça va pas être possible. Donc voilà, donc déjà c'est une taille de groupe 8 qui est optimale pour ces temps de partage, pour ces temps de connexion, peut-être de silence aussi. Au niveau des durées d'une sortie, donc celle que je propose, en tout cas ça peut pas être plus court que 2h30 parce qu'il y a ce temps de rentrer, de décélérer, de rentrer dans le rythme non ordinaire, donc de décélérer pour pouvoir avoir accès au reste, pour réveiller nos sens, etc. Donc le temps qu'on fasse ça et qu'après on vive quelques expériences,
et puis qu'on revienne tout doucement et qu'on vive une belle cérémonie du thé, on ne peut pas faire ça en courant. Ça serait desservir ce pourquoi on est venu. Donc du coup, moi je suis plutôt sur des pratiques de 3 heures, 3h30, enfin une matinée par exemple, ou une après-midi, donc une demi-journée. Mais on peut faire ça plus long, on pourrait faire ça sur une journée. Alors ça prend une autre dimension et on peut faire beaucoup de choses autres en fait, ou sur un week-end, ou de manière ponctuelle dans une semaine de retraite ou de séminaire. Donc j'en arrive donc du coup à te dire quelle forme ça prend. Soit ça prend la forme de... C'est moi qui ai choisi un lieu parce qu'il m'a parlé et que je vais inventer un parcours. Donc pour le coup là, avec sans intention autre que celle que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà, c'est la nature c'est la forêt qui va me dicter ce que j'y propose et je vais proposer un parcours et puis je vais l'annoncer. Voilà. Donc là c'est des particuliers qui s'y inscrivent. Et puis il y a aussi la sortie commande, j'allais dire, où c'est un groupe qui a envie de faire vivre alors si c'est une entreprise, à ses collègues, ou à son collectif, cette expérience un peu extraordinaire. Et donc là, il va y avoir une commande, et donc en plus de l'intention dont on parlait tout à l'heure, il peut y avoir une coloration. Si on veut travailler la confiance dans l'équipe, il y aura des invitations qui aident à développer cette confiance, à se lâcher prise. Donc par exemple une marche avec les yeux bandés, un peu comme tu as vécu, mais avec cette intention de lâcher prise, d'avoir confiance dans la personne qui assure notre sécurité, ou des cadeaux qu'on se fait, un arbre qu'on choisit et qu'on va choisir pour l'autre et qui va devoir retrouver, si on veut travailler la cohésion dans l'équipe. Donc selon la coloration, selon l'intention que le commanditaire souhaite apporter à l'expérience vécue par les participants, eh bien les invitations elles vont être pour le coup amenées par cette intention-là. Voilà. Donc il y a deux types, celles qui sont imaginées complètement librement par moi, et puis les autres, selon là où elles s'insèrent. Et donc ça me donne envie à cet endroit-là de refaire le pont avec tout à l'heure avec l'intelligence collective, parce que justement mon rêve en fait, ça serait parce que je trouve que faire un bain de forêt avant de travailler en créativité, en intelligence collective, c'est juste puissant, parce qu'on se met dans... Alors, pour le coup, le facilitateur d'intelligence collective, il doit créer les conditions propices, mais alors de vivre ça avant de passer en mode créativité ensemble, là, c'est de mettre en condition vraiment le groupe, individuellement, mais le groupe aussi dans sa forme groupe et collectif. On passe en mode créativité décuplé pour le coup, et donc du coup, je suis convaincue que le travail d'intelligence collective, d'émergence derrière, il est en puissance 10. Et donc, mon rêve, ça serait d'associer les deux, en fait, effectivement. Comme soit une intro, soit une parenthèse qui vient sur un travail d'émergence collective. Ça me paraît être une très très belle inspiration. Je mettrai sous l'épisode le lien vers tes propositions. Et je suis ravie d'avoir évoqué ce monde, ce grand peuple de la forêt qui est là pour nous, qui est là avec nous tout le temps, et la manière dont on peut aller se rencontrer au contact de sa rencontre. Merci Marjorie. Merci Marine. Merci aux auditrices, aux éditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Keygreen pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.